Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SRL TV. Nul besoin de s'appeler Indy ou Dr Jones pour s'intéresser à l'archéologie, n'est-ce pas Jean-Marc? Et oui mon cher Christian, depuis ma tendre enfance, je suis passionné d'histoire et d'archéologie. Et ce que vous allez découvrir, mes chers amis, derrière moi ici, va dépasser de ce que j'aurais pu imaginer. En effet, nul besoin de traverser des continents et de franchir des océans, car ici même à Fréjus, on peut trouver les traces d'un riche passé plus que millénaire. C'est en effet ici même dans le quartier de Sainte-Croix qu'une nécropole romaine a été mise à jour par les équipes du service archéologie et patrimoine de la ville de Fréjus. Bonjour Pierre Excoffon, vous êtes le directeur du service archéologie et patrimoine de la ville de Fréjus. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous ce que nous faisons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes sur un chantier de fouilles préventives qui a été nécessité par la construction d'une voie. Donc l'État a prescrit une fouille préalable afin de dégager donc, les vestiges. Et aujourd'hui, précisément, on est sur le point de découvrir quelque chose d'assez rare et exceptionnel. On est, et on le savait avant de commencer la fouille, parce qu'on est dans une zone de nécropole ici, donc on est à l'entrée de la ville, de la ville antique de Fréjus, près de ce qu'on appelle la porte de Rome, le long d'une voie d'accès qui s'appelle la voie aurélienne, et comme c'est souvent le cas à l'époque romaine, le long de ces voies d'accès, on avait donc une série d'enclos, de mausolées qui constituent une nécropole. Et là précisément, nous sommes dans une section de cette nécropole, et effectivement, à l'intérieur de plusieurs enclos sont conservés les urnes. On arrive à dater précisément déjà on connaît bien le contexte, hein, et ensuite on date par plusieurs méthodes. Déjà par le mobilier d'accompagnement funèbre, parce que le défunt était généralement lors de l'inhumation, on était accompagné de mobilier funéraire, et puis ensuite vous avez des datations par d'autres systèmes comme le carbone 14 par exemple sur les charbons ou les restes osseux. On est grosso modo au moins on est au 1er siècle après Jésus-Christ. D'accord. Voilà, alors est-ce qu'on est au début, est-ce qu'on est plus au milieu, est-ce qu'on est à la toute fin du 1er siècle avant Jésus-Christ? Ça, pour l'instant on peut pas le dire. Puisqu'une fouille archéologique, hein, vous savez, c'est un petit peu comme un iceberg. Hein, vous avez la partie immergée qui est le terrain, qui dure un certain temps, et après vous avez un temps très long, plus long, mais moins visible, qui est celui en laboratoire. Et souvent, c'est à la fin de l'étude de la fouille, que l'on peut effectivement apporter ce type de réponse de façon beaucoup plus certaine. Ce qui apparaît là dans ce premier cas, c'est qu'on a les deux cas de figure, puisqu'effectivement, on a à la fois une incinération, mais également une inhumation. Et on retrouve les deux, en général, sur la nécropole de Fréjus, alors souvent avec un échelonnage chronologique. On a tendance à avoir plutôt les incinérations dans les époques les plus anciennes et les inhumations un petit peu plus tardivement. Mais Alexia Lattard, bonjour, vous êtes archéothanatologue. Waouh. Qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est une spécialité en archéologie, c'est-à-dire qu'on est spécialisé dans la fouille et l'étude des restes osseux humains dans des contextes qui sont funéraires, essentiellement. Alors c'est une spécialité vraiment plus scientifique ou plus historique de l'archéologie? Alors justement, on essaie maintenant d'allier les deux. Donc c'est qu'on va regarder les données archéologiques, on va intervenir sur le terrain et ensuite on va étudier les restes osseux donc en laboratoire. Et pour interpréter et comprendre les populations du passé, on va évidemment s'aider des sources historiques. Là, aujourd'hui, on a mis au jour deux sépultures. Donc on a les deux rites qui sont documentés pour la période romaine. On a une inhumation derrière moi et de l'autre côté, on a une crémation. Puisqu'on a le choix à l'époque romaine, comme aujourd'hui en quelque sorte, soit de se faire inhumer, soit de brûler son corps. Et dans ce cas-là, c'est une crémation et on récupère les os aujourd'hui dans une urne. Donc là, on a les deux côte à côte. Oui. Donc, juste derrière vous, c'est tout à fait. Ici, on est sur une inhumation. Et là-bas derrière, c'est une crémation. C'est une crémation. Les os sont dans l'urne en pierre que vous voyez. Incroyable. Donc, quel que soit le rite, inhumation ou crémation, c'était quand même enterré. Il n'y avait pas de système de petites maisons, de petites cases comme on voit à certains endroits, dans certaines civilisations. Si, ça existe évidemment pour l'époque romaine. Après, ça dépend de tout un tas de paramètres qui ne sont pas toujours accessibles aujourd'hui. Là, derrière moi, il y a aussi des monuments funéraires autour desquels on n'a pas de sépulture. Donc on suppose en fait que les tombes étaient déposées tout simplement à l'intérieur du monument.
Nous, aujourd'hui, on est en niveau de fondation. On a perdu toute l'élévation qui contenait les sépultures, mais les tombes étaient probablement passées à l'intérieur. Et à l'époque, le rite, c'était vraiment de garder les cendres dans une urne, ou est-ce qu'on pouvait disperser les cendres? Alors non, alors c'est difficile de renseigner tous les documents parce que si on disperse évidemment les cendres, nous on n'y a plus accès aujourd'hui 2000 ans plus tard. Après il y a des contextes qui sont exceptionnellement préservés comme Pompéi où il y a des fouilles en cours sur les nécropoles qui nous permettent de mieux comprendre ce que nous on peut avoir aussi sur le terrain quand ici par exemple c'est moins bien conservé. Et a priori il n'y a pas réellement de dispersion des cendres, il y a des manipulations qui sont complexes et qui sont surtout très très variables d'un site à l'autre, mais surtout d'un groupe à l'autre. Ça dépend essentiellement des pratiques qui sont liées à la famille aussi, plutôt qu'à une agglomération, etc. Donc il y a beaucoup de paramètres différents. Donc on est a priori dans un même groupe, on est de part et d'autre d'un mur d'enclos. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on va voir après à la post-fouille. Chronologiquement, on est très proches. Les deux individus peuvent relever de groupes différents, mais on est très proches. On est dans une ville qui est romaine depuis un petit moment. Donc, a priori, on aurait quand même un fond culturel qui est partagé par ces deux individus. La sépulture que nous voyons là derrière vous me semble très très petite. Est-ce que c'était des personnes de petite taille ou est-ce qu'on n'en voit qu'une partie ? Non, c'est pas forcément quelqu'un de petite taille, c'est un adulte, c'est sûr. Seulement, il nous manque une partie du crâne, puisqu'il y a les labours en fait, qui sont venus et qui ont détruit la sépulture en son centre et au niveau du crâne. Donc il nous manque une partie de la sépulture, mais après, la variabilité des tailles, elle existe aussi depuis l'Antiquité, donc c'est pas forcément quelqu'un de petit. La partie qui est ici, qui est centrale entre, on va dire, la voie et la nécropole, il y avait sûrement la voie antique qui se développait, mais les labours sont hyper profonds, on n'a plus rien. On a une partie aussi des murs des monuments funéraires qui sont totalement détruits, qui ont même été, on a les fosses de récupération, même les structures de fondation ne sont pas conservées. Donc il y a une récupération en fait pour la ville médiévale qui arrive après. Ce sont des carrières un petit peu à ciel ouvert qui sont encore perceptibles dans le paysage et on est sans doute venu récupérer une partie des matériaux. Alors là, je vois derrière vous deux collaboratrices qui écrivent, qui grattent. Donc il y a de l'administratif ? Non, c'est du relevé, d'informations. Alors non, oui, voilà. En fait, chaque fois qu'on fouille, on va, entre guillemets, détruire les vestiges. Donc il y a une nécessité absolue d'enregistrer tout ce qu'on voit sur le terrain. Particulièrement dans le cadre des sépultures, si on veut retracer tout ce qui est les gestes effectués par la famille quand ils ont inhumé leurs proches, il faut qu'on enregistre chacun des éléments que l'on trouve dans la tombe. Donc ça va passer par des relevés et par des descriptions de chaque élément. On va donner des numéros en fait à chaque élément composant la sépulture pour pouvoir l'identifier, savoir à quel moment il a été déposé et tous les gestes qui ont été opérés en fait dans le cadre des funérailles. C'est ça que ça nous renseigne, les funérailles de l'individu. Alors il y a des relevés manuels écrits, mais il y a aussi des relevés photographiques, vidéo. Je vous ai vu tout à l'heure photographier avec une petite réglette comme ceci. C'est pour donner une échelle, j'imagine. Oui, voilà, on a des normes à respecter quand on est en archéologie pour que nos clichés soient ensuite exploitables pour les communautés futures d'archéologues qui étudieront. Et donc on doit placer en fait ce genre de matériel sur tous les clichés pour qu'on puisse ensuite avoir simplement visuellement aussi une échelle sur les éléments qui ont été mis au jour. Pierre Excoffon, vous êtes le directeur du service archéologie et patrimoine de la ville de Fréjus. Bonjour, merci de nous recevoir à nouveau sur le chantier des fouilles de Sainte-Croix. Il y a à peu près un mois de cela, nous étions sur place pour la découverte d'une urne funéraire et d'un cercueil, d'un tombeau. Un mois après, qu'est-ce qui s'est passé sur le chantier ? Un mois après, donc les choses ont avancé, heureusement, puisque la fouille doit durer entre 3 et 4 mois, donc on a un temps limité, donc il faut qu'elle avance. Et donc elle n'a pas eu d'interruption majeure, si ce n'est quelques temps de pluie, parce que la pluie et le mauvais temps sont parfois un peu les ennemis des archéologues, parce qu'effectivement ils rendent l'accès au terrain difficile. Mais la fouille a pu continuer, donc sur les 3 zones d'intérêt archéologique particulier, la voie, l'aqueduc, et effectivement la zone de nécropole, avec donc cet alignement, et c'est donc l'enclos funéraire. Alors l'urne funéraire a été extraite, et le squelette qu'on voyait dans le tombeau également, ils ont été acheminés vers un laboratoire où ils seront analysés ultérieurement.
Tout à fait. Alors à Fréjus, tout ça à l'intérieur de ce que l'on appelle un CCE, plus précisément un centre de conservation et d'études, qui est unique dans le département du Var. Le Fréjus dispose du seul CCE. C'est l'une des conditions aussi à l'habilitation du service archéologique pour la réalisation de fouilles préventives. Et c'est à l'intérieur de ce CCE qui à la fois permet de conserver le matériel issu, donc sorti des fouilles archéologiques, dans des conditions de conservation optimales, et qui ensuite de les étudier. Alors à ce moment-là, l'urne en particulier va être dégagée, va être fouillée, ouverte, et puis triée, et puis une partie du matériel issu, en fonction des spécialités nécessaires, pourront être envoyés dans d'autres labos. Par exemple, des éléments, des restes de bois brûlé, voilà, sera envoyé à un anthracologue, des restes de graines carbonisées partiront chez un carpologue. Alors tous ne sont pas au sein forcément du service, mais le service travaille donc grâce par le biais de conventions avec des laboratoires qui étudient ce matériel. La finalité, c'est de récupérer tous ces objets et de les exposer dans le musée archéologique de Fréjus. Alors, c'est pas la finalité, c'est jamais la finalité parce que l'archéologie n'est plus maintenant basée sur la recherche de l'objet, comme elle l'a été pendant très longtemps. On comparait souvent les archéologues à des chasseurs de trésors. Il faut savoir que l'archéologie maintenant, l'objet c'est un élément, donc effectivement, in fine, les éléments les plus remarquables finiront dans un musée, espérons dans le musée de Fréjus. Mais ce n'est pas l'objectif de départ, ce n'est pas simplement le but de retrouver les objets. C'est retrouver un geste, c'est retrouver comment vivaient les sociétés des temps passés, comment est-ce que leur vie s'organisait. Et c'est pour ça que d'ailleurs les archéologues sont entourés de plusieurs spécialistes de toute nature, parce qu'on cherche vraiment à restituer le mode de vie de nos... Voilà. Et c'est vrai que la présentation d'un objet in fine dans un musée, eh bien ça arrivera à certains des objets. Il faut savoir que de toute façon, 95% du matériel issu d'une fouille ne verra jamais ni un musée, ni même une exposition. Alors ça sera conservé dans un dépôt, ce fameux CCE que j'évoquais tout à l'heure, mais ce ne sera pas destiné à être exposé. C'est du matériel d'étude. Alors vous le disiez en préambule de ce reportage, vous pratiquez ici ce qu'on appelle des fouilles préventives. Le but étant de fouiller avant la construction de quoi ici, sur ce site sur Alors, l'archéologie préventive, c'est préalable à la construction de toute nature, que ce soit d'aménagement routier comme c'est le cas ici, enfin de voirie, un immeuble, un parking, voilà. Évidemment, si cette demande est située sur un lieu de présomption archéologique, que l'on appelle zonage archéologique, et que les travaux sont importants. Donc ici précisément, c'est une voie d'accès qui permettra de desservir le pôle enfance situé en arrière. Alors comme ce projet est ancien, ça date de 2015 l'idée, donc en 2015, lorsque la ville a fait état de cette intention, a déposé les permis, l'État nous a demandé à ce que soit réalisé un diagnostic archéologique, et dans le cadre d'un diagnostic, on a découvert des morceaux de ce que vous avez derrière. Alors un petit bout d'un enclos funéraire, une pile d'aqueduc, un bout de la voie, voilà, des morceaux. Donc on a dit oui, effectivement, ici, il y a un site. Et on a été capable de quantifier le nombre d'archéologues nécessaires, le temps nécessaire et le coût de l'opération. Ça, c'était le but du diagnostic. La ville a dit, nous, on fera la voie en 2021, donc on fait la fouille en début 2021. Est-ce qu'on peut vraiment donner une date de fin de chantier, vraiment précisément ou à peu près? Alors, on a une date qui est quand même inscrite dans l'autorisation administrative de fouille, qui est délivrée par la préfecture, et donc qui est attribuée à une personne en particulier, en l'occurrence Alexia Lattard, jusqu'à mi-juin. En fonction de découvertes, ce qu'on n'aurait pas pressenti dans le cas du diagnostic et de quelque chose de vraiment exceptionnel, on peut avoir effectivement un rallongement de cette date-là. En général, on s'y tient, parce que l'archéologie préventive a cette particulier, c'est qu'elle s'inscrit dans un projet plus général d'aménagement du territoire. Et en fait, maintenant, c'est le but de la loi de 2001, c'est que l'archéologie ne soit plus un frein, ne soit plus simplement, elle s'insère dans un calendrier. Donc, ce qui aide énormément les archéologues, ça leur donne des moyens. Mais la contrepartie, quand même, c'est d'essayer, vis-à-vis des aménageurs publics ou privés, de pouvoir quand même ne pas leur exploser les délais, quoi. C'est-à-dire qu'on négocie au début sur un temps et après on essaie de s'y tenir, et en général on y arrive. Alors bien sûr qu'à la fin du chantier on fera des découvertes, parce que si on savait déjà à l'avance tout ce qu'on était censé découvrir, ce serait même plus intéressant. Donc évidemment qu'on va en faire des découvertes particulières, mais on fera tout pour se caler dans ces délais-là, et donc on ne dépassera pas le mois de juin. Dans le jargon des archéologues, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? De bonnes fouilles, de bonnes découvertes, de bonnes trouvailles, de bonnes quoi? Tout à fait, de bonnes fouilles,
surtout un temps clément, Ouais. parce que c'est souvent le cauchemar, parce que justement dans ces problématiques de délai, c'est vrai que lorsqu'on a des grosses pluies, comme on est en plus ici sur des sols argileux, il y a toute une partie de la ville de Fréjus qui est sur des sols argileux, et l'argile boit mal. Et effectivement, ça entraîne des délais, voilà, des pertes de temps. C'est Voilà. tributaire des intempéries. On est énormément tributaire d'intempéries. Et voilà, et puis puis surtout qu'après qu'il y ait des bonnes ambiances, parce que ce qui est important sur une fouille archéologique, c'est que c'est un moment où pendant 3, 4, 5 mois, il y a une équipe qui se retrouve autour d'un projet de fouille dans lequel en même temps qu'on fouille, on essaye de comprendre, on a des hypothèses, puis on fait venir des collègues, parce que l'archéologie, c'est ça aussi qui est important, c'est qu'elle se nourrit des autres opérations faites un peu partout, mais dans le monde romain. Et puis, donc on a des amis qui passent, des spécialistes, et c'est toujours un moment extrêmement fort, une fouille archéologique, qu'elle soit programmée ou préventive. Et ça, c'est ce qu'on peut nous souhaiter, que ce soit comme ça. Pierre Escoffon, je vous arrête parce que je vous sens parti pour toute la journée. Oui, vous avez raison. Je vous remercie encore une fois vous en prie. de nous avoir Avec plaisir. permis de visiter votre chantier et d'expliquer au public ce qui se passe exactement. Alexia Lattard, bonjour, pas rebonjour, mais on s'était vu le mois dernier Oui. lors de notre première visite. Vous êtes anthropologue, thanatologue. C'est l'étude des restes osseux humains, donc Voilà. qui sont issus des contextes archéologiques, alors que ce soit des contextes comme des sépultures ou des amas d'os qui ne sont plus des sépultures, mais voilà, toute l'étude des restes osseux humains, Voilà. globalement. Donc là, sur le site de Sainte-Croix, vous avez découvert une nécropole romaine. Là, on est en présence de murs, d'enceintes. Ce sont des murs de quoi? Alors, De mausolées, des murs de maisons Alors des mausolées, non, parce que c'est compliqué, mais c'est plutôt des murs d'enclos, donc qui marquent en fait l'emplacement de chaque lot funéraire qui appartiennent sans doute à des familles. Nous, on n'a pas l'identité de ces personnes-là, mais on a quelques tombes et parfois certaines familles, en fonction des moyens, du statut social, ils ont eu la possibilité d'édifier au centre de leur enclos des monuments funéraires. On est dans des phases d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on a dégagé, maintenant il faut documenter tous ces vestiges parce qu'ils vont être protégés et ensuite enfouis, mais nous on va les étudier. Donc on va réaliser des dessins, donc ce qu'on appelle des pierres à pierre sur les murs, donc en tendant des axes. Et en parallèle, on travaille avec un topographe au service qui vient effectuer lui aussi des relevés de terrain pour pouvoir replacer ces vestiges dans l'espace. Donc là, en l'occurrence, ce mur d'enclos, vous êtes en train de le dessiner. Oui. Une simple photographie n'aurait pas suffi. Il vaut mieux, le dessin est plus précis. Alors oui, parce qu'il permet en fait de véritablement se pencher sur la structure, de pouvoir y réfléchir, de savoir là, comme on a des murs mitoyens, quel mur vient avant, quel mur vient après. Et ça, on a aussi l'enregistrement par photographie. Ensuite, on va redresser les photos également. On fait les deux en fait. On fait une acquisition, on va dire maximale, pour pouvoir ensuite exploiter les résultats. À ce stade de découverte, est-ce que vous pouvez déterminer si ces blocs sont locaux ou ont été apportés d'autres régions? Alors, c'est pas moi qui vais pouvoir le déterminer, mais avec des collègues, oui, qui travaillent là-dessus plus spécifiquement, oui, on a regardé les différents types de grès que nous avons qui sont présents dans le mur. C'est des roches locales, on appelle ça, là on a la roche permienne en quelque sorte, donc on a des grès qui sont plutôt roses, d'autres qui sont plutôt verts. Oui, c'est essentiellement de la matière première qui est d'origine locale, proche. Par contre, là, on a eu une dalle qui sert de fondation à une colonne, c'est ça ou pas? Alors, on a oui, effectivement. Alors, on a une dalle. Alors, la fondation d'un monument funéraire. Pour nous, on va utiliser le terme de monument au sens premier, c'est-à-dire c'est un monumentum, c'est quelque chose qui vise à rappeler, à marquer la mémoire. Vous précisez dans les élévations ce qu'elle a pu accueillir, c'est quasiment impossible, sûrement un socle, pour ensuite mettre peut-être la statue d'un défunt, peut-être une niche, peut-être en tout cas une superstructure qui, elle, servait certainement à conserver les restes au moins d'un individu, peut-être le fondateur du lot funéraire. Mais on peut quand même imaginer de retrouver soit une urne, soit un tombeau ici, un cercueil dans cet enclos-là. Alors, ce qu'on a retrouvé dans cet enclos-là, ce sont des sépultures qui sont implantées autour,
puisqu'on a généralement donc la tombe du fondateur et ensuite on a les tombes de sa famille, mais famille romaine donc au sens large. Et donc on a ces sépultures qui sont implantées le long des murs. On en a une derrière nous qui a été fouillée dans le cadre de l'opération diagnostic en 2015. Puis là, il y en a sans doute une qui va sortir un petit peu plus loin, là où travaille Lucie. Et ensuite, on ira évidemment regarder sous la dalle si éventuellement ça marque aussi l'emplacement de la tombe ou si la tombe était à l'intérieur du monument. Allez, dernière question, parce que c'est vraiment passionnant, puis on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce que la taille de l'enclos est proportionnelle au statut social de la personne ou de la famille qui était enterrée à cet endroit? Alors c'est difficile, sans texte, sans ici aussi en plus l'identité des défunts qui devait être indiquée en fait aux passants avec une stèle funéraire. On avait souvent l'identité sociale, la position aussi, si c'était un sévir augustal, s'il était édile de la cité, etc. Et nous, toutes ces informations sur l'identité, elles nous manquent. Donc on va raisonner à partir de la topographie et de l'implantation, de la proximité des murs de la ville comme ici, pour dire que c'était sans doute des personnages importants. Mais aller bien plus loin, ça va être assez compliqué. C'est difficile à dire. Oui. 2000 ans après, malgré toutes les techniques, technologies, toutes les connaissances acquises, on est encore plein d'incertitudes. Il y a encore beaucoup de recherches à faire, en fait, mais après on acquiert des résultats aussi très très intéressants qui ont grandement fait progresser la recherche, notamment depuis l'implication, on va dire, de gens formés à l'archéo-anthropologie avec ces spécialités-là. Ça a renouvelé les méthodes, ça a renouvelé les questions. Donc on a fait des avancées quand même assez notables dans le domaine. Maintenant, il faut toujours aller plus loin puisqu'on a beaucoup de choses encore sur lesquelles on doit travailler. Là, on est dans un chantier de fouilles préventives, donc il va être recouvert puisqu'on va y construire des infrastructures modernes. Mais votre adjoint nous disait tout à l'heure que souvent on laisse un champ de fouilles en jachère une vingtaine d'années et pour être reprise beaucoup plus tard, donc justement parce que les connaissances, les techniques font qu'on va découvrir notre chose et on va découvrir ce chantier différemment. Oui, c'est aussi pour ça que nous, on essaye dès la phase de terrain d'avoir un enregistrement fin, rigoureux, maximal de toutes les structures pour qu'on puisse, nous, en faire une exploitation, donc à un temps T ici, aujourd'hui, mais qu'on puisse mettre à disposition ensuite ces données, on va dire, à la recherche entière et que ces données puissent être reprises effectivement et revues des années après. Et là, le site, normalement, devrait être protégé à l'issue de la fouille et peut-être que oui, effectivement, dans 20 ans, il y aura besoin de nouveaux relevés, il y aura besoin d'une opération peut-être ponctuelle pour revenir, pour vérifier, pour avoir des nouveaux outils et revenir travailler dessus. Oui, c'est tout à fait possible. Alexia Alatar, archéo-anthropologue, merci de nous avoir fait partager vos connaissances, en tous les cas tout ce savoir et de nous donner envie d'en découvrir un peu plus. Donc je pense qu'on viendra vous voir si vous êtes d'accord. Oui, pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Le sous-sol de la cité romaine fréjussienne regorge de vestiges. Les équipes du service archéologie et patrimoine n'en ont donc pas terminé avec les découvertes. N'est-ce pas, Jean-Marc? Et oui, mon cher Christian, je tenais à remercier la ville de Fréjus et le service du patrimoine archéologie des autorisations. Je tenais aussi à remercier SRL TV pour ce beau projet réalisé depuis des années que j'ai en tête. Merci Jean-Marc, car vous étiez à l'initiative de ce sujet. Je tiens aussi à remercier Pierre Excoffon, qui est le directeur du service archéologie et patrimoine de la ville de Fréjus. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur SRL TV.